l'univers possède une température de base. À peine 2,7 Kelvin. C'est juste un souffle au-dessus du zéro absolu, soit moins 273 degrés Celsius, la chose la plus froide physiquement possible. Mais la vérité terrifiante de l'espace n'est pas ce chiffre, car il existe des exceptions, comme le noyau du Soleil à 15 millions de degrés. Pourtant, ces températures sont si rares que les immenses vides cosmiques, qui constituent plus de 90% de l'univers, sont entièrement plongés dans ce froid mortel de 2,7 Kelvin. Même la différence de 300 degrés à la surface de la Lune ne peut changer cette réalité. Mais ce qui est vraiment dérangeant, c'est cette disproportion. La chaleur est une anomalie. Le froid est la règle. Alors, vivons-nous à l'intérieur d'un miracle qui enfreint cette règle? Si toi aussi, tu veux connaître la vérité derrière ce déséquilibre cosmique. Alors, rejoins la chaîne, car tu vas voir à quel point l'univers est un endroit solitaire. Es-tu prêt? Demandez à n'importe qui à quel point l'espace est froid. Il vous donnera une réponse sans la moindre hésitation, glaciale, le zéro absolu, plus froid que tout sur Terre. Ils le diront avec une grande confiance, car la réponse semble si évidente. L'espace est sombre, il est vide et sans vie, bien sûr qu'il est froid. Mais cette réponse pleine d'assurance est fausse, pas un peu fausse, fondamentalement fausse, car la question elle-même contient un piège caché que la plupart des gens ne remarquent jamais. Et la vraie réponse est bien plus étrange et bien plus troublante qu'un simple chiffre sur un thermomètre. Et comprendre pourquoi vous obligera à déconstruire tout ce que vous pensiez savoir sur la chaleur, le froid et la nature du vide. Car l'univers ne fonctionne pas comme votre intuition vous le dit. Même pas de loin. Cette idée fausse est si profonde que même les personnes instruites la véhiculent sans la remettre en question. Les étudiants apprennent que l'espace est froid. Les documentaires décrivent le vide glacial entre les galaxies. Les films de science-fiction montrent des astronautes qui gèlent instantanément lorsqu'ils sont exposés au vide. Tout cela renforce une image qui, au mieux, est une simplification excessive et dramatique. Mais au pire, elle est complètement trompeuse. Car quand vous dites qu'une chose est froide, vous parlez en réalité d'une sensation. Vous décrivez la chaleur qui quitte votre corps et pénètre dans l'environnement ambiant. Le froid n'est pas une chose. Le froid est l'absence de quelque chose. C'est ce qui se passe quand l'énergie s'en va. Et c'est cette distinction qui est cruciale, car elle révèle un défaut dans la manière dont nous formulons la question sur l'espace. Nous demandons à quel point l'espace est-il froid? Comme si l'espace était une substance avec une température mesurable. Mais l'espace n'est pas une substance. Le vide entre les étoiles n'est pas rempli de quelque chose de froid. Il n'est rempli de presque rien. C'est pourquoi le concept de température dans l'expérience humaine nécessite de la matière. C'est une mesure de la vitesse à laquelle les particules se déplacent. Un gaz plus chaud signifie des molécules plus rapides. Un gaz plus froid signifie des molécules plus lentes. Mais dans l'espace, la scène est presque entièrement vide. 1 cm3 d'air contient environ 25 milliards de molécules, alors qu'un centimètre cube d'espace interstellaire peut contenir un seul atome. Peut-être moins. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mesurer sa température avec un thermomètre traditionnel. Car il n'y a tout simplement pas assez de matière pour transférer de l'énergie à l'instrument de manière détectable. Cette situation nous amène à cette distinction cruciale que la plupart des gens n'apprennent jamais.
Il y a 3 façons pour la chaleur de se déplacer d'un endroit à un autre. Et comprendre ces 3 modes est impératif pour comprendre pourquoi la température de l'espace est une question si étrange. Le premier mécanisme est la conduction. Quand vous posez votre main sur un comptoir en métal, la chaleur s'écoule directement de votre peau plus chaude vers le métal plus froid par contact physique, car les molécules de votre main vibrent. Et elles transmettent cette vibration aux molécules de la surface métallique. C'est le mode de transfert de chaleur le plus intuitif. Il nécessite que 2 objets se touchent, et il nécessite que les 2 objets soient faits de matière. C'est pourquoi le métal semble plus froid que le bois à la même température, car le métal évacue la chaleur de votre main plus efficacement. Votre cerveau interprète donc cette perte d'énergie plus rapide comme une température plus froide. Alors que les 2 surfaces sont identiques en mesure thermique réelle, mais dans l'espace, la conduction est essentiellement insignifiante. Il n'y a rien à toucher. Aucune surface ne vous presse. Aucun matériau n'est présent pour transporter la chaleur par contact. Le deuxième mécanisme est la convection. Quand vous allumez un radiateur dans votre salon, l'air chaud monte vers le plafond. L'air froid descend vers le sol, car ce modèle de circulation distribue la chaleur par le mouvement d'un fluide. Ce fluide peut être de l'air, de l'eau, ou toute substance qui peut s'écouler. La convection est ce qui crée la météo sur Terre. Elle entraîne les courants océaniques. Elle mélange l'atmosphère et transporte la chaleur de l'équateur vers les pôles. Mais la convection dépend des différences de densité dans un milieu fluide. Et les fluides nécessitent de la matière. C'est pourquoi, dans l'espace Shra, la convection n'existe pas. Il n'y a pas de fluide pour circuler, pas d'air pour monter ou descendre, pas de courant pour transporter la chaleur d'une région à une autre. Le vide est immobile et vide, au-delà de tout ce que l'expérience humaine peut approcher. Il ne reste donc qu'un seul mécanisme. Tout objet ayant une température supérieure au zéro absolu émet un rayonnement électromagnétique. On appelle cela le rayonnement. Votre corps émet en ce moment même de la lumière infrarouge. Il diffuse constamment de l'énergie de manière invisible dans toutes les directions. Le soleil, lui, émet de la lumière visible, de la lumière ultraviolette et de la lumière infrarouge. Car ce rayonnement transporte de l'énergie à travers l'espace vide, Hatosh, sans avoir besoin d'aucun milieu pour le traverser. Il se déplace à la vitesse de la lumière. Et il peut traverser des milliards de kilomètres de vide parfait sans perdre un seul photon. Ce seul fait change tout dans la façon dont la température fonctionne au-delà de l'atmosphère terrestre. Cela signifie que l'expérience thermique de n'importe quel objet dans l'espace n'est pas déterminée par ce qui l'entoure, mais par ce qui brille sur lui et ce qu'il émet. Le vide lui-même ne contribue en rien. Il ne chauffe ni ne refroidit. Pensez à l'astronaute en sortie extravéhiculaire en orbite terrestre basse. Le soleil brille. Du côté de l'astronaute faisant face au soleil, le rayonnement solaire déverse environ 1360 watts d'énergie sur chaque mètre carré. C'est l'équivalent énergétique de faire fonctionner un petit radiateur pressé contre chaque mètre carré éclairé. Et c'est pourquoi chaque SAT sans système de refroidissement actif. La température de surface du côté exposé au soleil peut dépasser les 120 degrés Celsius, assez chaud pour faire bouillir de l'eau. Mais pensez maintenant au côté de ce même astronaute qui est dans l'ombre, le côté tourné à l'opposé du soleil. Ce côté rayonne sa propre chaleur dans le vide, sous forme de photons infrarouges.
sans la lumière solaire entrante et l'énergie thermique qui s'échappe constamment. La température de la surface ombragée chute. Dans l'ombre permanente de l'espace, les températures de surface peuvent descendre jusqu'à moins 170 degrés Celsius, assez froid pour transformer le dioxyde de carbone en glace sèche. Cela signifie qu'un seul astronaute flottant en orbite subit une différence de température d'environ 300 degrés Celsius d'un côté de son corps à l'autre. Ce n'est pas parce que l'espace a deux températures différentes dans ces deux directions. C'est parce que l'espace n'a aucune température dans cette région. L'astronaute est simplement pris en sandwich entre une source de rayonnement intense d'un côté et l'absence de toute source de rayonnement de l'autre. C'est ce qui rend l'environnement thermique de l'espace si étranger et si dangereux, car sur Terre, l'air agit comme un tampon. Il adoucit les différences de température. Mais, dans l'espace, il n'y a pas de tampon, pas de mélange, pas d'adoucissement, rien. Le rayonnement crée des gradients thermiques sauvages sur des distances aussi petites que la largeur d'un corps humain. Et c'est pourquoi la froideur de l'espace n'est pas une agression. C'est un abandon. C'est l'univers qui vous tourne le dos et vous laisse à votre propre sort thermique. Et à plus grande échelle, oublions les astronautes et les vaisseaux spatiaux un instant. Pensez au vide entre les étoiles. Dans notre région de la Voie lactée, la distance moyenne entre les étoiles voisines est d'environ 4 années-lumière. Cela représente un vide d'environ 38 000 milliards de kilomètres qui sépare un Soleil de l'autre. Sur 38 000 milliards de kilomètres, il n'y a aucune source de rayonnement significative pour chauffer quoi que ce soit. Tout objet dérivant dans ce vide interstellaire perdra lentement sa propre chaleur. Photon par photon, par rayonnement, et presque rien ne viendra remplacer l'énergie perdue. Jusqu'à quel point un tel objet se refroidira-t-il? Il se refroidit et se refroidit encore. Il diffuse son énergie thermique dans l'obscurité. Sa température chute vers un plancher qu'il peut approcher, mais qu'il ne pourra jamais atteindre complètement par lui-même, car ce plancher est déterminé par la lumière la plus ancienne Jia, la plus faible qui soit. Une lueur si pâle que personne ne la verra jamais de ses propres yeux, mais qui remplit pourtant chaque centimètre cube du cosmos. Et cette lueur, c'est le fond diffus cosmologique. Il détermine la température de base la plus fondamentale que possède l'univers. Car c'est la lumière la plus ancienne, la plus faible qui existe. Un objet loin de toute étoile, de toute galaxie, protégé de toute source de rayonnement local, finira par se refroidir jusqu'à atteindre un équilibre thermique avec ce fond diffus cosmologique. À ce moment-là, l'objet absorbe autant d'énergie du rayonnement de fond qu'il n'en émet par son propre rayonnement thermique. Sa température se stabilise. Son refroidissement s'arrête. Et la température à laquelle il se stabilise est d'environ 2,7 Kelvin. C'est seulement 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Bien plus unilatéral. Et maintenant vient le vrai choc. Car pour comprendre le véritable caractère de l'univers, nous devons regarder les chiffres. Nous devons nous concentrer sur les découvertes. Et ces découvertes brisent nos intuitions en 1000 morceaux. Car le froid est la règle. Y messe les exceptions. Les exceptions sont d'une violence inconcevable. Première découverte, les étoiles. Elles sont les exceptions qui confirment la règle. Dans un univers réglé sur 2,7 Kelvin, les étoiles représentent des poches de défi thermique qui semblent presque absurdes. Car notre Soleil a une température de surface d'environ 5500 degrés Celsius,
Son noyau lui atteint 15 millions de degrés Celsius. Ces chiffres existent sur une échelle complètement différente du froid qui les entoure. Ils s'écartent de la ligne de base cosmique par des facteurs de millions. Une étoile n'est pas seulement chaude, c'est une explosion thermonucléaire continue. Maintenue par la gravité et alimentée par la fusion de l'hydrogène en hélium. Elle réalise cet acte à des pressions et des températures sans équivalent ailleurs dans l'univers moderne. Chaque seconde, notre Soleil convertit environ 4 millions de tonnes de matière en pure énergie. 4 millions de tonnes de masse anéantie, transformées en photons par l'équation d'Einstein. Cette énergie se propage dans toutes les directions. Elle traverse 150 millions de kilomètres de vide en environ 8 minutes pour atteindre la Terre. Elle chauffe notre planète. Elle dirige notre météo. Elle alimente la photosynthèse. Elle maintient en vie chaque être vivant sur ce monde. Car c'est un fourneau cosmique, un feu brûlant au milieu d'un univers froid. Ce fait en lui-même devrait sembler être une anomalie incroyable. Et la question de savoir comment une chaleur aussi intense peut exister dans un vide si proche du zéro absolu met nos théories à l'épreuve. Cela ne devrait pas exister. Mais c'est là. Et pas seulement ça. Car le vrai choc commence maintenant. Notre Soleil n'est même pas spécial. C'est une naine jaune, discrète, d'âge moyen et de taille moyenne, parmi des centaines de milliards de fourneaux stellaires qui brûlent à travers la Voie lactée. Mais les étoiles, plus grandes, brûlent beaucoup plus chaud. Les supergéantes bleues, comme Rigel dans la constellation d'Orion, brillent avec des températures de surface dépassant les 11 000 degrés Celsius, soit environ le double de la température de surface du Soleil. Leurs noyaux peuvent atteindre des centaines de millions de degrés. Elles ne fusionnent pas seulement l'hydrogène, mais aussi l'hélium, le carbone, l'oxygène et des éléments de plus en plus lourds dans des coquilles de feu nucléaires imbriquées. Les étoiles les plus massives connues de la science sont des géantes, plus de 100 fois la masse du Soleil. Elles brûlent leur carburant si violemment que leur vie entière ne dure que quelques millions d'années. Comparez cela à la durée de vie attendue de 10 milliards d'années du Soleil. Ces géantes stellaires vivent vite. Elles brûlent à une chaleur incroyable. Et elles meurent dans des explosions cataclysmiques qui, pour un bref instant, éclipsent des galaxies entières. Cette forme d'existence est en contraste total avec la froideur tranquille du reste de l'univers. Genre une utilisation aussi violente, aussi dispendieuse de l'énergie, devrait sembler impossible. Mais ce n'est pas le cas. Ces étoiles sont des monstres thermiques qui défient la patience et l'efficacité cosmique. Elles ne sont pas seulement chaudes. Ce sont des anomalies qui bafouent le budget énergétique de l'univers. Mais attendez, ça devient encore plus chaud. Même les étoiles ne sont pas les sources les plus chaudes. Car lorsque la matière tombe vers un trou noir, elle ne plonge pas silencieusement à l'intérieur. Elle spirale vers l'intérieur dans une structure appelée disque d'accrétion. Ce vortex tourbillonnant de gaz et de poussière est si intensément comprimé par les forces gravitationnelles que le matériau chauffe à des températures rivalisant avec l'univers primitif. Si les régions internes des disques d'accrétion autour des trous noirs de masse stellaire peuvent atteindre des dizaines de millions de degrés. Mais, autour des trous noirs supermassifs, pesant des millions ou des milliards de masses solaires et cachés au centre des galaxies, les températures du disque d'accrétion grimpent à des centaines de millions de degrés. Les environnements d'accrétion les plus extrêmes produisent des températures
approchant 1 milliard de degrés ou plus. Ce sont parmi les températures continues les plus chaudes de l'univers moderne. Uniquement dépassées par les conditions transitoires à l'intérieur des supernovas et des collisions de particules. C'est un domaine où même les règles les plus fondamentales de la physique sont tordues et la gravité elle-même devient une source de chaleur plus violente que la fusion nucléaire. Ce fait en lui-même est un paradoxe. Les objets les plus froids et les plus sombres de l'univers, les trous noirs, créent également certains des phénomènes les plus chauds et les plus brillants de l'univers. C'est un niveau de violence que nos théories n'avaient pas prévu. Et maintenant, nous atteignons le sommet, le summum absolu de la violence thermique, les explosions de supernovas. Elles créent des extrêmes thermiques instantanés qui éclipsent tout le reste dans le cosmos moderne. Car lorsqu'une étoile massive épuise son combustible nucléaire, son noyau s'effondre en moins d'une seconde. Le noyau de fer, ayant à peu près la masse de notre Soleil, est comprimé en une sphère de la taille d'une ville. Il implose à des vitesses approchant près d'un quart de la vitesse de la lumière. Et à l'instant de cet effondrement, la température dans le noyau atteint, pour un instant, bref et violent, environ 100 milliards de degrés. C'est plus chaud que l'intérieur de n'importe quelle étoile stable. C'est plus chaud que n'importe quel disque d'accrétion. C'est plus chaud que l'univers n'a jamais été à aucun moment depuis la première seconde après le Big Bang. À cet instant, une étoile mourante recrée brièvement les conditions qui existaient lorsque le cosmos avait moins d'une seconde. Cela n'aurait pas dû être possible dans un univers moderne et froid. L'explosion qui s'ensuit libère plus d'énergie en quelques secondes que le Soleil n'en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Et puis, elle s'éteint. La chaleur se dissipe. Le reste en expansion se refroidit pendant des milliers d'années. Finalement, il se fond dans le milieu interstellaire froid. La violence thermique est spectaculaire, mais elle est éphémère. Voilà les découvertes. Les étoiles, les supergéantes, les disques d'accrétion, les supernovas. Chacun est un enfer thermique qui défie le plancher universel de 2,7 Kelvin. Chacun est une exception qui repousse les limites de la physique. Mais cela nous amène à la question centrale. Que signifient ces exceptions violentes et chaudes? Sont-elles simplement des curiosités rares? Ou révèlent-elles une vérité plus profonde sur le caractère thermique de l'univers? Mais lorsque nous essayons de comprendre quelle part de l'espace ces points chauds occupent réellement, l'image change complètement. Et cette vérité va tout changer. Ouais, car ce qui est vraiment terrifiant, ce n'est pas à quel point ces endroits chauds sont rares, mais à quel point ils sont petits, incompréhensiblement petits, ridiculement petits. Et ce fait transforme la question de la température d'une affaire de physique en une horreur presque existentielle, car les objets chauds sont réels. Ils sont spectaculaires. Ils sont puissants. Mais, mesurés par rapport au vide qui les contient, ils sont terriblement petits. Pensez au Soleil. À l'échelle humaine, il est énorme. Vous pourriez y faire tenir environ 1,3 million de terres. Son diamètre est d'environ 1,4 million de kilomètres. Mess, l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, se trouve à 4,25 années-lumière. C'est environ 40 000 milliards de kilomètres. Donc si vous réduisiez le Soleil à la taille d'une balle de ping-pong, Proxima du Centaure serait une autre balle de ping-pong située à environ 1160 km. Entre ces deux minuscules sphères, il n'y a rien. Une table vide de 1160 km, 2 grains de chaleur
séparés par une étendue stérile qui les dépasse d'environ 30 millions de fois. Car vous pourriez aligner 30 millions de soleils entre notre Soleil et son plus proche voisin. Et il resterait encore de la place. Ce n'était pas quelque chose que nos théories prévoyaient. On ne s'attendait pas à ce que l'espace soit si écrasant de vide. Ce n'est pas un arrangement inhabituel. C'est l'espacement standard des étoiles dans notre voisinage galactique. Et la conséquence thermique de cet espacement est dévastatrice. Chaque étoile chauffe une minuscule bulle d'espace autour d'elle. Il y a une sphère d'influence gravitationnelle et radiative qui s'étend dans le vide. La chaleur du Soleil peut être détectée jusqu'à peut-être quelques centaines d'unités astronomiques. Au-delà de cette limite, son impact thermique se perd dans le bruit du cosmos, car la zone habitable, la bande orbitale qui permet à l'eau liquide d'exister à la surface d'une planète rocheuse, couvre un anneau étroit d'environ 0,95 à 1,7 unités astronomiques. Cet anneau a une largeur d'environ 112 millions de kilomètres. Comparé aux 4 années-lumière de vide jusqu'à l'étoile suivante, la zone habitable occupe moins d'1 billionième de la distance entre les voisins. La zone chaude est un point microscopique, enfoui dans un vide froid qui s'étend sur des billions de kilomètres dans toutes les directions. Maintenant, zoomez encore plus loin, bien au-delà de l'échelle des étoiles individuelles. Les galaxies ne sont pas réparties uniformément dans l'espace. Elles se regroupent le long de filaments et de murs gigantesques appelés le réseau cosmique. Là où les filaments se croisent, des amas de galaxies se forment. Mais entre ces filaments s'étendent les vides cosmiques, d'immenses régions de l'espace qui ne contiennent presque aucune galaxie. Et ces vides sont la caractéristique dominante de la structure à grande échelle de l'univers. Un vide cosmique typique mesure de 100 à 300 millions d'années-lumière de diamètre. Les plus grands vides connus dépassent 1 milliard d'années-lumière. Le vide du Bouvier, l'un des premiers supervides découverts, s'étend sur environ 330 millions d'années-lumière. Mais il ne contient que moins de 60 galaxies connues. Si pour mettre ce vide en perspective, notre groupe local de galaxies contient plus de 50 galaxies dans une région de seulement 10 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est 33 fois plus large, et il contient à peu près le même nombre de galaxies. Ces régions ne sont pas saisonnièrement froides, ni cycliquement. C'est le froid permanent d'un univers où la chaleur originelle a été étirée et diluée de manière irréversible. L'existence de structures si grandes, si vides, si froides, a défié les premiers modèles qui supposaient que l'univers devait être homogène. Les scientifiques estiment que les vides cosmiques occupent environ 80 à 90% du volume total de l'univers observable. Cela signifie que si vous choisissiez un point au hasard, n'importe où dans l'univers observable, vous vous retrouveriez avec une probabilité écrasante dans un vide, loin de toute galaxie, loin de toute étoile, entouré uniquement par la lueur de 2,7 Kelvin du fond diffus cosmologique. C'est la réalité thermique nue du cosmos. Les objets chauds qui dominent notre expérience constitue une part si négligeable du volume cosmique que l'arrondir à zéro créerait moins d'erreurs que l'incertitude dans la mesure de presque n'importe quelle quantité cosmologique. L'univers n'est pas un endroit où le chaud et le froid rivalisent à peu près à armes égales. Cette distinction entre température et énergie thermique est essentielle pour comprendre pourquoi l'univers est froid, même s'il contient des choses chaudes.
C'est car la température est une propriété intensive. Elle décrit l'état de la matière présente. L'énergie thermique, Nakrem, elle, est une propriété extensive. Elle dépend de la quantité de matière à cette température. Une seule particule se déplaçant à une vitesse correspondant à 1 million de degrés transporte une quantité d'énergie réelle presque incommensurablement petite. Mais une pièce pleine d'air à 20 degrés Celsius contient astronomiquement plus d'énergie thermique qu'une année-lumière cubique de plasma intergalactique à 10 millions de degrés. C'est pourquoi les étoiles peuvent être à des millions de degrés, les disques d'accrétion à des milliards de degrés, et le gaz intergalactique à des millions de degrés. Pourtant, l'univers reste massivement, majoritairement froid. Non, car les choses qui sont chaudes sont soit trop petites, soit trop diffuses pour être thermiquement significatives à l'échelle cosmique. Le vide froid gagne, non pas parce qu'il est puissant, mais parce qu'il est partout. Toutes ces découvertes brossent un portrait d'un univers massivement froid. Tout ce qui génère ou retient de la chaleur existe comme une distribution clairsemée d'exceptions au sein d'un cosmos dont le volume est presque entièrement à la base de 2,7 Kelvin, ou très proche. Alors, comment ces systèmes fonctionnent-ils? Que fait exactement le fourneau nucléaire au cœur du Soleil? Comment les températures incroyables d'un disque d'accrétion sont-elles produites? Et peut-être le plus important, comment cet équilibre délicat, qui permet à des êtres chauds et vivants comme nous d'exister, est-il maintenu face à un froid aussi écrasant? Les réponses se trouvent dans les mécanismes les plus profonds et les plus complexes de la physique. Et ces mécanismes révèlent non seulement à quel point l'univers est froid, mais aussi à quel point notre existence est un miracle impossible. Il est temps de plonger dans ces mécanismes. Car lorsque nous comprenons le matériel de l'univers, nous commençons à comprendre notre propre logiciel. Et ce matériel est bien plus complexe. Mais maintenant, ralentissons. Passons des chocs rapides à l'analyse minutieuse. Car, pour vraiment comprendre ce dilemme thermique de l'univers, nous devons savoir non seulement ce qui se passe, mais comment ça marche. Si ces températures hallucinantes et ce froid écrasant que nous avons vu dans la partie 2 n'apparaissent pas par hasard. Ils sont le résultat de mécanismes physiques spécifiques, de jeux d'équilibre délicats, et parfois de l'effondrement complet de ces équilibres. Alors, comment ces systèmes fonctionnent-ils? Quelle est la chorégraphie derrière cette danse cosmique de la chaleur, du froid et du vide? Il est temps de passer à la technique. Car lorsque nous comprenons le matériel de l'univers, nous commençons aussi à voir à quel point notre propre existence dépend d'un équilibre délicat. D'abord, considérons ce que les ingénieurs spatiaux appellent l'équilibre thermique. C'est l'histoire de la façon dont un objet fabriqué par l'homme survit dans l'environnement impitoyable de l'espace. Car c'est un équilibre aussi délicat que celui d'un funambule sur une corde sciant qui risque de tomber à tout moment. Car un vaisseau spatial en orbite est constamment soumis à deux assauts thermiques opposés. D'un côté, il y a le bombardement d'énergie du Soleil, environ 1360 watts par mètre carré. C'est pourquoi les surfaces exposées au Soleil, si elles ne sont pas protégées, peuvent facilement atteindre des températures supérieures à 120 degrés Celsius. De l'autre côté, les surfaces à l'ombre rayonnent continuellement leur propre chaleur vers le vide de l'espace à moins 270 degrés Celsius, ce qui fait chuter leur température
jusqu'à moins 170 degrés Celsius. La différence de 300 degrés entre les deux est suffisante pour détruire n'importe quel matériau standard. Alors, comment les ingénieurs résolvent-ils ce problème? Pas avec une solution magique, mais avec plusieurs systèmes intelligents qui interagissent. Le premier est l'isolation multicouche, ou MLI. Pensez-y comme au thermos le plus avancé jamais conçu, car ce matériau est composé de dizaines de couches de films de polymère réfléchissants, chacun plus fin qu'un cheveu. Un vide est laissé entre ces couches. Cette structure empêche le transfert de chaleur de manière incroyablement efficace, à la fois par rayonnement, grâce aux surfaces réfléchissantes, et par conduction, grâce au vide entre les couches. Elle protège ainsi l'intérieur du vaisseau des fluctuations de température extrêmes de l'extérieur. Mais l'isolation seule ne suffit pas, car les systèmes électroniques du vaisseau, son éclairage et même son équipage produisent constamment de la chaleur. Il faut se débarrasser de cet excès de chaleur. C'est là que les radiateurs entrent en jeu. Pensez aux panneaux géants en forme d'accordéon de la Station spatiale internationale. La surface totale de ces panneaux est d'environ 2500 mètres carrés. Leur mission est simple: faire circuler des tuyaux remplis d'ammoniac qui collectent la chaleur excédentaire à l'intérieur et rejeter cette chaleur sous forme de rayonnement infrarouge dans le vide froid de l'espace. Ils sont positionnés pour faire face à l'opposé du Soleil. Ils fonctionnent donc comme les seuls orifices d'échappement de la station. Mais, en même temps, des radiateurs électriques sont utilisés pour les composants critiques qui sont à l'ombre et risquent de geler. C'est un acte d'équilibrage constant. Si les radiateurs et les chauffages sont constamment ajustés tout au long de chaque orbite de 90 minutes de la station. Ce mécanisme est si efficace, car il comprend que l'espace n'est ni froid ni chaud. Il sait que c'est simplement un vide qui obéit aux lois impitoyables du rayonnement. Mais pour comprendre l'inverse de cette ingénierie active, c'est-à-dire ce qui se passe quand il n'y a aucune protection, nous devons regarder notre meilleur laboratoire naturel, la Lune. La surface lunaire est un corps sans couverture protectrice, car l'atmosphère de la Terre ne nous permet pas seulement de respirer. Elle fonctionne aussi comme un gigantesque régulateur thermique. Elle distribue la chaleur autour de la planète par convection. Elle adoucit les différences de température entre le jour et la nuit. Mais la Lune n'a pas d'atmosphère. Pas une seule molécule de gaz protecteur ne se trouve entre la surface et le vide au-dessus. Le résultat est donc la forme la plus pure de la violence thermique. Pendant la journée lunaire, qui dure environ 2 semaines, lorsque le Soleil frappe l'équateur, la surface chauffe jusqu'à environ 127 degrés Celsius. C'est plus chaud que l'eau bouillante, car le rayonnement solaire cuit directement la surface sans rien pour atténuer l'apport. Quand cette même surface bascule dans la nuit lunaire de 2 semaines, elle se refroidit jusqu'à environ moins 173 degrés Celsius. Sur le même lopin de terre, une oscillation de 300 degrés, entièrement dictée par la présence ou l'absence de lumière solaire. Et à titre de comparaison, dans les environnements désertiques les plus extrêmes de la Terre, les oscillations de température entre le jour le plus chaud et la nuit la plus froide atteignent peut-être 50 ou 60 degrés. Les oscillations de la Lune sont 5 à 6 fois plus violentes, simplement parce qu'il n'y a pas d'air. L'absence de ce mécanisme montre à quel point l'atmosphère accomplit un travail critique. La Lune est une démonstration nue de la physique fondamentale du rayonnement. La chaleur arrive, la surface brûle,
La chaleur s'en va. La surface gèle. Il n'y a aucun tampon, aucun intermédiaire. C'est un exemple terrifiant de ce à quoi ressemble un monde sans gestion thermique. La Lune est donc la preuve la plus puissante du principe selon lequel la température d'un objet est déterminée non pas par la température de l'espace dans lequel il se trouve, mais uniquement par l'équilibre de l'énergie qu'il reçoit et qu'il émet. Et tandis que ces mécanismes expliquent les températures locales, pour comprendre comment l'univers lui-même a atteint une température de base si froide, nous devons remonter au tout début de l'histoire cosmique. La température de 2,7 Kelvin du fond diffus cosmologique n'est pas un chiffre arbitraire. C'est une conséquence directe de l'expansion de l'univers. Pensez-y comme à un ballon sur lequel on a dessiné une image, puis qu'on a gonflé. À mesure que le ballon se dilate, l'image s'étire et s'agrandit. Dans l'univers, l'espace-temps lui-même est ce ballon, et cette image est la lumière. Pendant les 380 000 premières années après le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers était si chaud et si dense que les atomes ne pouvaient pas se former. Les électrons erraient librement au lieu de se lier au noyau atomique. Ces électrons libres sont incroyablement efficaces pour diffuser les photons, les particules de lumière. L'univers était donc un brouillard de plasma dense et opaque dans lequel la lumière était piégée. Mais, à mesure que l'univers s'est dilaté, il s'est refroidi. Et après environ 380 000 ans, lorsque la température est tombée en dessous de 3000 Kelvin, quelque chose de critique s'est produit. Les électrons ont été capturés par les noyaux atomiques et des atomes neutres se sont formés. C'est avec cet événement, que les physiciens appellent la recombinaison, l'univers est soudainement devenu transparent, car tous les photons qui étaient piégés jusqu'à ce moment-là ont été soudainement libérés. Et depuis lors, ils voyagent librement dans l'espace. Cependant, lorsqu'ils ont été libérés, la température de ces photons était d'environ 3000 Kelvin. C'était une lueur orange-rouge, semblable à la température de surface d'une étoile en train de s'éteindre. Depuis lors, l'univers s'est dilaté d'environ 1100 fois. Cette expansion a également allongé la longueur d'onde de ces photons originaux de 1100 fois. Selon une règle fondamentale de la physique, plus la longueur d'onde d'un photon est longue, plus son énergie et donc sa température effective sont faibles. C'est pourquoi, lorsque vous divisez la température originale de 3000 Kelvin par 1100, vous obtenez la valeur actuelle de 2,725 Kelvin. La lumière visible originale s'est transformée en micro-ondes. Ce mécanisme montre que l'univers fonctionne comme un gigantesque réfrigérateur qui se refroidit lui-même. Et ce refroidissement ne s'arrêtera pas tant que l'univers continuera de s'étendre. Ces trois mécanismes, la gestion thermique active des vaisseaux spatiaux, les extrêmes passifs de la Lune, dépourvus de protection atmosphérique, et le refroidissement de l'univers par sa propre expansion, constituent les étapes fondamentales de la danse cosmique du chaud et du froid. Chacun montre, à une échelle différente, comment la température d'un objet ou d'un système est déterminée, non pas par le vide environnant, mais par l'équilibre délicat des entrées et sorties d'énergie. Mais cette danse a des figures bien plus complexes et bien plus importantes pour la vie elle-même. Qu'en est-il de l'effet de serre créé par l'atmosphère d'une planète ou du moteur de fusion nucléaire qui permet à une étoile
de maintenir son équilibre thermique interne pendant des millions d'années? Comment ces systèmes résistent-ils à ce froid écrasant? Et les secrets de cette résistance recèlent des mécanismes bien plus délicats et inattendus qui détiennent la clé de notre existence. Et ces mécanismes sont les héros thermiques qui permettent non seulement l'existence d'objets inanimés, mais aussi de la vie elle-même. Le premier est l'un des moyens les plus élégants de garder une planète au chaud, l'effet de serre. Ce concept a souvent une connotation négative. Mais il est une nécessité absolue pour la vie sur Terre. Pensez-y comme à l'intérieur d'une voiture qui chauffe par une journée ensoleillée, car la lumière du soleil, principalement dans les longueurs d'onde visibles, traverse facilement la vitre. Les sièges et le tableau de bord, à l'intérieur de la voiture, absorbent cette énergie et chauffent. Ces objets chauffés réémettent leur propre énergie sous forme de rayonnement infrarouge. Mais les rayons infrarouges ne traversent pas la vitre aussi facilement. Ils sont donc piégés à l'intérieur, rendant l'intérieur de la voiture beaucoup plus chaud que l'extérieur. L'atmosphère terrestre fonctionne exactement de la même manière. Des gaz comme la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone dans notre atmosphère agissent comme cette vitre de voiture. Ils permettent à la lumière visible du Soleil d'atteindre la surface de la planète. La surface se réchauffe et réémet cette chaleur sous forme de rayonnement infrarouge. Les gaz à effet de serre absorbent une partie de ce rayonnement infrarouge, sortant et le réémettent vers la surface, ce qui réchauffe les couches inférieures de l'atmosphère et la surface. Sans cet effet, la température moyenne de surface de la Terre serait d'environ moins 18 degrés Celsius. C'est une température assez froide pour geler les océans. Mais l'effet de serre élève cette moyenne à environ 15 degrés Celsius. C'est une différence de 33 degrés. Et cette différence est la différence entre un rocher gelé et un monde vivant. En comparaison avec la situation de Vénus, il est clair à quel point ce mécanisme nécessite un équilibre délicat. L'atmosphère de Vénus est 90 fois plus dense que celle de la Terre et se compose presque entièrement de dioxyde de carbone. Par conséquent, un effet de serre incontrôlé a transformé la planète en un fourneau d'environ 465 degrés Celsius. Ce mécanisme est si efficace, car il exploite la différence entre les longueurs d'onde de l'énergie entrante et sortante. Il fonctionne comme une valve thermique intelligente à l'échelle planétaire. Mais laissons les planètes et tournons-nous vers les véritables moteurs de l'univers, les étoiles. Comment une étoile peut-elle produire une chaleur aussi incroyable pendant des milliards d'années? La réponse réside dans un processus appelé fusion nucléaire. Non, et ce processus est le résultat d'une bataille épique entre deux forces fondamentales de la nature. D'un côté, il y a la force de gravité écrasante qui tente de tout faire s'effondrer sur soi-même. De l'autre, il y a la puissante force électromagnétique qui repousse les noyaux atomiques de même charge. Dans le noyau d'une étoile, lorsque les températures atteignent 15 millions de degrés et les pressions 250 milliards de fois celles de l'atmosphère terrestre, la gravité l'emporte. Ces conditions extrêmes forcent les noyaux d'hydrogène, c'est-à-dire les protons, qui se repousseraient normalement, à se heurter et à fusionner. Ce processus se produit grâce à un effet étrange appelé l'effet tunnel quantique. Même si les protons n'ont pas assez d'énergie pour franchir la barrière électromagnétique, ils peuvent parfois passer à travers cette barrière. Lorsque 4 noyaux d'hydrogène fusionnent, ils forment un noyau d'hélium. Mais c'est là que la magie opère,
car la masse du noyau d'hélium résultant est environ 0,7% inférieure à la masse totale des 4 noyaux d'hydrogène de départ. Où va cette masse perdue? Elle ne disparaît pas. Selon la célèbre équation d'Einstein, E égale mc au carré. Elle se transforme en une quantité d'énergie gigantesque. Chaque seconde, le Soleil transforme environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en 596 millions de tonnes d'hélium. La différence de masse de 4 millions de tonnes libère l'énergie qui crée la luminosité et la chaleur du Soleil. C'est une danse entre la gravité et les forces nucléaires. Et ce mécanisme est si efficace, car il transforme la matière elle-même en une source d'énergie. Et c'est le processus de production d'énergie le plus efficace connu. Et qu'en est-il des endroits les plus chauds de l'univers? Les disques d'accrétion. Comment la chaleur y est-elle produite? Le processus y est encore plus fondamental et plus violent que la fusion nucléaire. C'est la version cosmique de la friction. Lorsque vous frottez vos mains l'une contre l'autre, vous sentez qu'elles chauffent, car l'énergie du mouvement se transforme en chaleur par friction. C'est exactement ce qui se passe dans un disque d'accrétion. Mais l'échelle est inconcevable. Le gaz et la poussière tournant autour d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons se déplacent à des vitesses incroyables. Le matériau dans les parties internes tourne beaucoup plus vite que celui dans les parties externes, tout comme l'eau qui s'accélère au centre en s'écoulant vers le drain d'un évier. Cette différence de vitesse crée une friction énorme entre les couches de gaz. Les particules se heurtent, se compriment et sont déchirées par les champs magnétiques. Ce processus violent convertit directement l'énergie orbitale du matériau en chaleur. Sur les bords intérieurs d'un disque d'accrétion autour d'un trou noir supermassif, le matériau peut tourner à des vitesses atteignant un pourcentage significatif de la vitesse de la lumière. Lorsque cette énergie cinétique colossale est convertie en énergie thermique par la friction et les contraintes visqueuses, les températures peuvent atteindre des centaines de millions, voire des milliards de degrés. Et c'est différent de la fusion nucléaire, car cela ne crée pas de nouvel élément. Cela ne fait que convertir l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie cinétique de la matière existante en chaleur avec une efficacité incroyable. Les disques d'accrétion sont les moteurs les plus efficaces de l'univers. Certains peuvent convertir jusqu'à 40% de la masse de la matière qui y tombe en énergie. C'est bien plus que l'efficacité de 0,7% de la fusion nucléaire. Ce mécanisme est si efficace, car il utilise la puissance pure de la gravité pour comprimer et chauffer la matière jusqu'à ses limites ultimes. Comme nous l'avons vu, le paysage thermique de l'univers est façonné par une série de mécanismes complexes, chacun basé sur des principes physiques différents. L'équilibre thermique précis des vaisseaux spatiaux est l'art de gérer les règles du rayonnement. Les fluctuations de température sauvage de la Lune sont le résultat de l'absence d'un tampon atmosphérique. Le fond diffus cosmologique est un écho thermique inévitable de l'expansion de l'univers. Et l'effet de serre montre que la chimie de l'atmosphère d'une planète peut la transformer en paradis ou en enfer. La fusion au cœur des étoiles et la friction dans les disques d'accrétion révèlent comment la matière elle-même ou son mouvement peuvent se transformer en source de chaleur incroyable. Mais tous ces détails techniques, ces mécanismes, ces équations nous amènent à une question plus vaste. Ce qui est vraiment passionnant, ce n'est pas ce que sont ces mécanismes, mais ce qu'ils signifient, car ces ratios, ces chiffres et ces équilibres éclairent non seulement une vérité physique, mais aussi une vérité existentielle. Lorsque le froid écrasant de l'univers
et l'incroyable rareté de la chaleur se rejoignent. Le tableau qui en ressort contient certaines des conclusions les plus profondes et les plus bouleversantes sur la place de l'humanité dans le cosmos. Il est temps de comprendre non seulement les mécanismes, mais le point culminant du grand drame cosmique que ces mécanismes créent. Car la vérité est bien plus dévastatrice que la somme de ces chiffres. Mais maintenant, le point culminant. Le tempo s'accélère. Les battements de cœur s'intensifient. Car c'est le moment où les chiffres parlent, où la vérité se révèle dans toute sa nudité. Tout ce que nous avons appris jusqu'à présent nous a préparés à ce moment. Nous avons compris les règles du froid, les exceptions de la chaleur et les mécanismes entre les deux. Mais la véritable histoire se cache dans la proportion entre ces deux. Et cette proportion n'est pas seulement surprenante, elle remet en question l'existence même. Attachez vos ceintures, car maintenant, nous plongeons dans la couche la plus sombre, la plus bouleversante de la réalité thermique de l'univers. Et vous ne reviendrez pas de ce voyage de la même manière. Premier choc, pensez au Soleil. Un fourneau géant, une sphère dans laquelle vous pourriez faire tenir 1,3 million de terres. Un titan qui domine notre environnement local avec son diamètre de 1,4 million de kilomètres. Mais il n'est rien, car son plus proche voisin, Proxima du Centaure, Sparassau, est à 4,25 années-lumière. Cela signifie un vide d'environ 40 000 milliards de kilomètres. Il est impossible de se représenter cette distance mentalement. Alors, changeons d'échelle. Réduisez le Soleil à la taille d'une balle de ping-pong. Une balle de ping-pong brillante et chaude. Où serait Proxima du Centaure? Dans la pièce d'à côté? De l'autre côté de la rue? Non. Ce serait une autre balle de ping-pong située à environ 1160 km. Imaginez une table s'étendant d'Istanbul à Berlin. Il y a une balle de ping-pong à une extrémité de la table, une autre à l'autre bout. Qu'y a-t-il dans le vide de 1160 km entre les deux? Rien. Mais le vrai choc n'est pas là. Le vrai choc est le suivant. Dans ce vide, vous pourriez aligner 30 millions de soleils supplémentaires. C'est comment est-ce possible? Cela va à l'encontre de tout ce que nos sens nous disent. Le soleil est la chose la plus brillante, la plus puissante du ciel. Mais, à l'échelle de l'univers, ce n'est qu'un grain de sable. Un grain de sable solitaire flottant dans un océan de billions de kilomètres. Ce n'était pas quelque chose que nos théories prévoyaient. On ne s'attendait pas à ce que les étoiles soient si isolées, si seules. Cette découverte a révélé une vérité fondamentale sur la structure de l'univers, à savoir que le vide n'est pas l'exception, mais la règle. Mais ce n'était que le voisinage, notre maison. Et puis, tu regardes la galaxie, la Voie lactée. On estime qu'elle contient de 200 à 400 milliards d'étoiles. Ce chiffre vous coupe le souffle. Mais, quand vous pensez au volume que ces étoiles occupent, la vérité éclate. Notre galaxie mesure environ 100 000 années-lumière de large et 1000 années-lumière d'épaisseur. Son volume total est d'environ 8000 milliards d'années-lumière cubiques. Cela signifie que chaque étoile dispose en moyenne d'un empire privé de 20 à 40 années-lumière cubiques. Les étoiles sont séparées par des distances si disproportionnées par rapport à leur taille que la galaxie est presque entièrement du vide. Si vous pouviez regarder notre galaxie de l'extérieur, que verriez-vous? Une rivière de lumière scintillante? Non, vous verriez principalement de l'obscurité. Une obscurité percée de points de lumière dispersés.
comme une poignée de lucioles lâchées la nuit dans un immense stade de football. Le stade est réel. Les lucioles sont réelles. Mais la caractéristique déterminante de la scène est l'obscurité entre elles, non pas les grains de lumière. La conséquence thermique de cela est donc catégorique. La galaxie n'est pas un objet chaud. C'est une collection de grains chauds enfouis dans une matrice froide. Et ces grains sont dépassés en nombre par la matrice par des facteurs inconcevables. Cela semblait impossible. Des milliards d'étoiles auraient dû se rassembler pour former une structure chaude et brillante. Mais elles ne le font pas. Cette découverte a changé à jamais notre image de la galaxie. Ce n'est pas un foyer, c'est un vide. Mais le plus grand choc n'était pas encore venu. Lorsque les scientifiques ont cartographié la structure à grande échelle de l'univers, ils ont vu une structure qui a tout changé. Et puis, vous voyez, les vides, d'immenses vides cosmiques, les régions gigantesques presque entièrement vides, entre les filaments et les murs de galaxies du réseau cosmique. Ces vides sont la caractéristique dominante de la structure à grande échelle de l'univers. Et leur échelle défie la compréhension quotidienne. Un vide cosmique typique mesure de 100 à 300 millions d'années-lumière de large. Les plus grands connus dépassent 1 milliard d'années-lumière. Le vide du Bouvier, l'un des premiers supervides découverts, s'étend sur environ 330 millions d'années-lumière. Mais il contient moins de 60 galaxies connues. Pour comprendre ce vide, pensez que notre groupe local contient plus de 50 galaxies dans une région de seulement 10 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est 33 fois plus large, et il possède presque le même nombre de galaxies. Comment est-ce possible? Cela a ébranlé tous nos modèles sur la structure de l'univers. À l'intérieur de ces vides gigantesques, la densité de matière tombe à environ 10 à 20% de la moyenne cosmique. Aucun nombre significatif d'étoiles n'y brûle. Aucun disque d'accrétion ne brille de rage. Aucune pépinière d'étoiles ne s'illumine. Ces vides se trouvent à 2,7 Kelvin, siècle après siècle, inchangés, imperturbables. Les scientifiques estiment que les vides cosmiques occupent environ 80 à 90% du volume total de l'univers observable. Oui, vous avez bien entendu. 80 à 90%. Cela signifie que si vous choisissiez un point au hasard, n'importe où, dans l'univers observable, vous vous retrouveriez avec une probabilité écrasante dans un vide, loin de toute galaxie, loin de toute étoile. C'est une vérité terrifiante. La grande majorité de l'univers n'est pas seulement vide, elle est presque entièrement vide. La chaleur et la lumière ne jouent qu'un rôle mineur dans ce grand drame cosmique. Le personnage principal est le vide, froid et sombre. Et maintenant, la finale. Le chiffre qui met fin au débat. Ce calcul final, impitoyable, qui met tout en perspective. Quel est le volume total de l'univers observable? Et quelle part de ce volume est réellement chaude? Le rayon de l'univers observable est d'environ 46,5 milliards d'années-lumière. Son volume total est d'environ 4,2 fois 10 puissance 80 mètres cubes. C'est un 42 suivi de 79 zéros. Et le volume total des étoiles, avec environ 10 puissance 24 étoiles dans l'univers observable, chacune ayant un volume moyen légèrement inférieur à celui du Soleil. Leur volume total s'élève à environ 10 puissance 51 mètres cubes. Maintenant,
divisez le volume des étoiles par le volume cosmique total. Le résultat ? 10 puissance moins 29. Il est difficile de comprendre ce que ce nombre signifie. Cela représente un rapport plus petit qu'un milliardième de milliardième de milliardième. Cela signifie que les intérieurs chauds des étoiles occupent une fraction si infime du volume total de l'espace que l'arrondir à zéro créerait moins d'erreurs que l'incertitude dans la mesure de presque toutes les autres quantités cosmologiques. La matière chaude n'est pas rare. La matière chaude est lorsqu'elle est mesurée en tant que fraction du volume cosmique essentiellement inexistante. Car cet instant est l'instant où tout se passe. Il y a la conscience, l'amour, l'art, la science, la philosophie. Tout cela ne peut exister que dans cette fenêtre de temps étroite, pendant la majeure partie de la vie infinie de l'univers. Aucun de ces concepts n'existe et n'existera. La brièveté de l'instant ne le rend pas sans valeur. Au contraire, elle le rend infiniment précieux. C'est le seul instant que nous ayons, et cet instant est rempli de miracles. Car, en cet instant, l'univers peut prendre conscience de sa propre existence. En cet instant, des êtres faits de poussière d'étoiles peuvent regarder ces étoiles et raconter leur histoire. Cet instant est l'instant où l'univers réfléchit sur lui-même. Et toi aussi, tu es au cœur de cet instant. Ta vie d'environ 80 ans peut sembler un néant dans les 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique. Mais certes, dans ce néant, tu es le témoin de l'univers. Tu es un être capable d'entendre l'écho du Big Bang, de voir la lumière de galaxies lointaines et de comprendre la valeur de cet instant. Ton existence est ce qui donne un sens à cet instant éphémère. Car sans toi, cet instant n'aurait pas de témoin. Nous sommes tous les gardiens de cet instant cosmique, bref, mais inestimable. Et enfin, nous sommes confrontés au paradoxe peut-être le plus vertigineux, le paradoxe de l'échelle. Le paradoxe de l'insignifiance et du sens. D'un côté, il y a la taille ahurissante de l'univers observable, avec son rayon de 46,5 milliards d'années-lumière, des billions de galaxies, des septillions d'étoiles et les vides incommensurables qui les séparent. De l'autre côté, il y a toi, un être d'environ 1,7 mètres et 70 kg, debout sur la surface de cette planète. Physiquement, tu es un néant. Comparé à la masse ou au volume de l'univers, ton existence est moins qu'une erreur d'arrondi. Nous sommes plus petits qu'une bactérie sur un grain de poussière. La vérité tragique de ce paradoxe est notre insignifiance physique et notre solitude cosmique. Nous ne pourrons probablement jamais voyager jusqu'à l'étoile la plus proche. Nous ne pourrons jamais toucher la majeure partie de l'univers, ni en faire l'expérience directe. La plupart des étoiles que nous voyons étaient peut-être déjà mortes lorsque leur lumière nous est parvenue. Ces immenses vides entre les étoiles ne sont pas seulement une distance physique, mais aussi une distance existentielle. L'univers nous est indifférent. Notre existence ou notre absence ne change rien à son grand fonctionnement. C'est un sentiment de profonde solitude, comme être seul dans une pièce de milliards d'années-lumière de large. Mais, dans cette insignifiance écrasante, réside la plus grande victoire de l'humanité, car à l'intérieur de ce cerveau de 1,5 kg, cet organe fait de chair et de chimie, l'univers lui-même s'éveille. Physiquement, nous ne sommes peut-être rien, mais mentalement, nous pouvons appréhender l'univers. Nous sommes la partie de l'univers qui réfléchit sur elle-même, qui s'interroge sur sa propre existence, qui admire sa propre beauté. Notre importance ne réside pas dans l'espace que nous occupons, mais dans l'espace que nous comprenons. Nous sommes les êtres qui, 13,8 milliards d'années
après le Big Bang, peuvent raconter l'histoire de ce premier feu. Nous sommes les êtres qui peuvent donc mesurer cette faible lueur de 2,7 Kelvin et l'appeler fond diffus cosmologique. L'univers se voit avec nos yeux, il s'entend avec nos oreilles, et il se comprend avec notre esprit. Et toi aussi, tu fais partie de cet éveil. Tu es ce potentiel de sens infini dans ce néant physique. Même lorsque tu fermes les yeux, tu peux imaginer des galaxies dans ton esprit, penser à la nature des trous noirs et imaginer le début des temps. Ta conscience est l'une des choses les plus rares, les plus précieuses de cet univers froid et indifférent. Car cette conscience est l'alchimie qui transforme l'insignifiance en sens. Nous sommes tous les esprits pensants de ce corps gigantesque, la rareté de la chaleur, la brièveté du temps et notre néant physique. Ces trois grands paradoxes nous montrent notre place. Mais cette acceptation ne nous mène pas au désespoir, mais à une compréhension plus profonde. Et cette compréhension nous amène à la question suivante, peut-être la plus ultime. Puisque nous sommes si rares, si éphémères et si fragiles, comment devrions-nous vivre face à ces terribles réalités? Où devrions-nous trouver un sens? Et dans cet univers froid, comment devrions-nous nous serrer les uns contre les autres? Et la réponse, par conséquent, n'est pas une simple règle morale ou une recette philosophique. La réponse est d'apprendre à vivre au sein de ces paradoxes. Car la plus grande leçon que l'univers nous enseigne est que ces contraires sont en fait les deux faces d'une même médaille. Le sens réside dans la marche sur cette fine ligne au milieu de ces contraires. Et cette marche nous amène à un autre paradoxe, peut-être le plus humain de tous, le paradoxe de l'indifférence et du sens. D'un côté, il y a l'indifférence absolue, au cœur de pierre, G, de l'univers. Les lois de la physique ne laissent aucune place aux émotions ou aux désirs. L'espace en expansion ne se soucie pas de savoir si tu existes ou non. La deuxième loi de la thermodynamique garantit que l'énergie finira par se dissiper et que tout atteindra un équilibre froid. L'univers n'essaie ni de te garder au chaud, ni de te geler. Il est, simplement, et dans son fonctionnement gigantesque et impersonnel. Ta vie individuelle a moins d'impact qu'une seule molécule d'eau dans un océan. Donc c'est la vérité la plus fondamentale et la plus froide de l'existence. L'univers ne se soucie pas de toi. La vérité tragique de ce paradoxe est notre solitude absolue face à cette indifférence. Aucune force cosmique ne prend notre parti. Aucun plan divin ne garantit notre survie. Nous sommes des joueurs dans un jeu dont les règles n'ont pas été écrites pour nous. Si la Terre disparaissait demain, l'univers ne s'en apercevrait pas. Il continuerait son chemin. Cette réalité peut créer un frisson existentiel profond. Elle peut donner le sentiment que notre quête de sens est un cri lancé à un cosmos silencieux et sourd. C'est le sentiment d'abandon ultime, être un orphelin à l'échelle cosmique. Mais, au cœur même de cette indifférence, naît la plus grande force de l'humanité. Car puisque l'univers ne nous donne pas de sens, nous sommes libres de créer notre propre sens. S'il y avait un but inhérent à notre existence, nous ne serions que des acteurs jouant ce scénario. Mais, dans un univers sans but, nous sommes les scénaristes. Cette indifférence n'est pas une malédiction, c'est une toile. Et nous sommes les artistes qui peignons sur cette toile nos propres valeurs, nos propres amours, notre propre art et notre propre science. L'amour que nous nous portons les uns aux autres n'est pas moins réel parce que l'univers s'en moque. Au contraire, il devient encore plus précieux, car c'est notre choix. C'est une rébellion consciente contre l'indifférence. Et toi aussi,
Tu fais partie de cette rébellion. Tu es un créateur de sens dans cet univers indifférent. Car quand tu souris à un ami, quand tu admires une œuvre d'art, quand tu consoles un enfant, ou simplement quand tu regardes le ciel avec curiosité, tu charges l'univers de sens. Tes actions sont des mots murmurés contre ce grand silence cosmique. Et lorsque ces mots s'assemblent, ils forment l'histoire de l'humanité, l'histoire de la victoire du sens sur l'absurdité. Nous sommes tous les auteurs de cette histoire, et cela nous amène à la contradiction peut-être la plus surprenante de notre voyage, le paradoxe de la destruction et de la création. D'un côté, il y a la violence impitoyable de l'univers. Les étoiles sont des explosions thermonucléaires. Les supernovas sont des cris de mort qui éclipsent des galaxies en un instant. Les trous noirs sont des monstres gravitationnels qui engloutissent la matière de manière irréversible. Notre planète elle-même est le produit de milliards d'années de collisions chaotiques, d'éruptions volcaniques et de bombardements d'astéroïdes. Le Soleil, cette source de chaleur qui nous donne la vie, porte aussi en lui les graines d'une géante rouge qui nous engloutira un jour. L'univers détruit pour créer. La vérité tragique de ce paradoxe est qu'à la base de tout ce qui existe se trouve une destruction. Notre existence est le résultat de la mort d'innombrables étoiles. Le fer dans notre corps, cet élément qui donne à notre sang sa couleur rouge, a été forgé au cœur d'une supernova qui a explosé il y a des milliards d'années. Nous sommes, littéralement, de la poussière d'étoiles. Mais c'est plus l'expression d'une vérité violente que d'une expression romantique. Nous sommes nés des cendres d'une catastrophe cosmique. La création est un sous-produit inévitable d'un acte de destruction. Et notre fin pourrait ou non être la graine d'un nouveau départ dans le grand cycle de l'univers. Ce cycle est impitoyable et impersonnel. Mais, dans cette destruction réside le lien le plus profond. Car les cendres de la même étoile ne te constituent pas seulement toi, mais chaque être vivant sur cette planète. Toi, la personne à côté de toi, un arbre, un oiseau. Nous venons tous du même ancêtre cosmique. Nous sommes les enfants de la même explosion stellaire. Ce n'est pas seulement une idée poétique, c'est une vérité chimique. Dans cet univers écrasant, froid et solitaire, nous sommes en fait liés les uns aux autres au niveau le plus fondamental. Les différences entre nous perdent leur sens face à notre origine cosmique commune. Nous sommes les différentes expressions de la même famille stellaire. Et toi aussi, tu es membre de cette famille. Le sang qui coule dans tes veines faisait partie d'un nuage qui flottait dans l'espace il y a des milliards d'années. Le carbone dans ton souffle a été cuit dans le fourneau nucléaire d'une étoile géante. Tu es l'univers lui-même, réarrangé, pensant et ressentant. Cela devrait à la fois te rendre humble et te donner une grande force. Car tu n'es pas seulement un étranger dans cet univers, tu es l'univers lui-même. Et c'est le plus grand miracle où la destruction se transforme en création. Nous sommes tous des enfants des étoiles, liés par d'invisibles fils chimiques. Après tout ce voyage, après avoir affronté toutes ces vérités, je te pose maintenant la question. Comment te sens-tu? Tu es d'un côté, te sens-tu petit, insignifiant et seul face à la taille, la froideur et l'indifférence ahurissante de l'univers? Ou de l'autre, es-tu rempli de ce sentiment d'incroyable rareté et de valeur d'être une conscience qui existe, pense et ressent au milieu de cette impossibilité statistique? La réponse est que les deux sont vrais, car être humain, c'est pouvoir porter ces deux sentiments en même temps. Nous sommes à la fois un néant cosmique et le miracle le plus précieux de l'univers.
Nous sommes à la fois une goutte perdue dans un océan infini et les yeux avec lesquels cet océan se contemple. Et ainsi, nous approchons de la fin de notre voyage. Nous avons commencé par démolir l'idée fausse que l'espace n'est qu'un vide froid. Nous avons appris les mécanismes complexes de la chaleur, les règles impitoyables de la conduction, de la convection et du rayonnement. Puis, nous avons été confrontés aux proportions choquantes de l'architecture thermique de l'univers. Le fait que la chaleur est presque une erreur statistique et que le froid est la règle absolue. Et enfin, nous nous sommes arrêtés au carrefour philosophique où ces vérités scientifiques nous ont menés. Nous avons découvert la valeur de notre fragilité, le sens de notre fugacité et notre pouvoir de créer notre propre but dans un univers indifférent. Nous savons maintenant que la réponse à la question de savoir à quel point l'espace est froid n'est pas seulement un chiffre, c'est un miroir de qui nous sommes. C'est une clé pour comprendre notre place dans l'univers. Et cette clé nous mène à une dernière pensée, une dernière acceptation. Car la vérité terrifiante sur la froideur réelle de l'espace nous rappelle peut-être, en fin de compte, la vérité la plus chaude, la valeur d'être ensemble. Et c'est peut-être de tout ce voyage cosmique, le plus. Dans ce voyage, nous avons vu le froid écrasant de l'univers et la rareté de notre chaleur. Mais je ne vous ai pas dit une chose. Tout ce destin froid a été écrit dans les 3 premières minutes de l'univers, dans la chaleur inconcevable de ces premiers instants. Les premiers éléments ont été forgés. Dans notre prochain voyage, nous retournons à ces 3 premières minutes, là où tout a commencé. Êtes-vous prêt à assister à la naissance cosmique? Et c'est pourquoi 2,7 Kelvin est ce qui se rapproche le plus d'une température de base pour l'univers. Ce n'est pas réellement la température de l'espace lui-même, car l'espace est un vide, et les vides n'ont pas de température au sens thermodynamique strict. Mais c'est la température que tout objet atteindrait finalement s'il était laissé dans le vide sans aucune autre source d'énergie. C'est le point d'équilibre de l'univers, son état de repos, le réglage thermique par défaut du cosmos, et il est presque égal à la chose la plus froide possible. Mais pour vraiment comprendre à quel point ce chiffre est extrême, nous devons le comparer à ce que nous connaissons, le zéro absolu, soit 0 Kelvin, est le point théorique où tout mouvement thermique cesse. Les atomes arrêtent de vibrer. Les molécules gèlent sur place. Aucun processus physique dans la nature n'a jamais atteint le zéro absolu. Car la 3e loi de la thermodynamique stipule qu'il faudrait un nombre infini d'étapes pour l'atteindre exactement, et que c'est donc impossible. Mais la température de base de l'univers se situe si près de cette limite absolue que la différence est presque négligeable. Considérez des comparaisons plus familières. L'azote liquide, l'asant, que les scientifiques utilisent pour congeler instantanément des échantillons biologiques. Bout à 77 Kelvin. La température de fond cosmique est environ 29 fois plus froide que l'azote liquide. L'hélium liquide, le cryogène le plus froid couramment utilisé sur Terre. Bout à 4,2 Kelvin. Mais la température de base de l'univers est encore plus froide que l'hélium liquide. La seule façon d'atteindre 2,7 Kelvin dans un laboratoire est d'utiliser des équipements cryogéniques spécialisés qui coûtent des millions de dollars et consomment une quantité d'énergie colossale pour être maintenus. Pourtant, l'univers y parvient sans effort. Il atteint cette température simplement en étant vide, passivement,
dans presque tout son volume. Et la Terre? La température la plus froide jamais enregistrée dans la nature sur notre planète a été mesurée à moins 89,2 degrés Celsius à la station soviétique de Vostok, en Antarctique, le 21 juillet 1983. Cela correspond à environ 184 Kelvin. Un froid sauvage, un froid mortel. Mais la température de fond de l'univers est environ 68 fois plus froide que ce record antarctique. Cette comparaison anéantit littéralement la terreur du froid le plus extrême de la Terre. Car ce que les humains considèrent comme le pire scénario absolu que le climat de notre planète puisse produire est pratiquement tiède par rapport à la ligne de base thermique du cosmos. Notre pire cauchemar de froid est la température ambiante de l'univers. La différence d'échelle n'est pas seulement grande, elle est si extrême que l'expérience humaine du froid devient insignifiante comme point de référence pour les conditions thermiques cosmiques. Mais même ce chiffre seul ne donne pas l'image complète, car 2,7 Kelvin est une moyenne, un arrière-plan, une base. Il vous dit sur quoi l'univers est réglé quand il n'y a rien d'intéressant à proximité. Mais l'univers n'est pas uniforme. Il contient des étoiles qui brûlent à des dizaines de millions de degrés dans leur noyau. Il contient des nuages moléculaires qui planent à 10 ou 20 Kelvin. Il contient des disques d'accrétion autour de trous noirs qui dépassent 1 milliard de degrés. Le paysage thermique n'est donc pas une plaine plate à 2,7 Kelvin. C'est un terrain rempli de pics inimaginablement chauds, avec d'immenses vallées gelées s'étendant sur des millions d'années-lumière dans toutes les directions. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir à quel point l'espace est froid. La vraie question est de savoir quelle proportion de l'espace se trouve dans ce froid mortel et quelle proportion est suffisamment chaude pour compter. C'est là que la véritable horreur commence, car les parties chaudes, les champs, les étoiles et les planètes et les nuages de gaz incandescents sont des exceptions rares, dispersées, isolées, flottant dans un océan de froid quasi absolu. La chaleur n'est pas la règle. Le froid est la règle. C'est l'état par défaut de presque tout ce qui existe dans cet univers. Mais avant de pouvoir saisir pleinement pourquoi le froid domine si complètement, nous devons comprendre d'où vient ce fond de 2,7 Kelvin. Il n'est pas apparu par accident, et il n'a pas toujours été aussi froid, car la température de l'univers est en baisse depuis l'instant de sa création. L'histoire de ce refroidissement est l'histoire de l'histoire cosmique elle-même. Elle commence il y a environ 13,8 milliards d'années, dans les premiers instants après le Big Bang, lorsque tout l'univers observable était plus chaud que le noyau de n'importe quelle étoile ayant jamais existé. Dans cette première seconde, la température a chuté de billions de degrés à environ 10 milliards de degrés. Cela semble être un refroidissement catastrophique, et ça l'était. Mais 10 milliards de degrés est toujours plus chaud que le noyau des plus grandes étoiles. À une seconde d'âge, l'univers était un plasma aveuglant de protons, de neutrons, d'électrons et de photons. Les photons ne pouvaient pas parcourir plus d'une distance microscopique avant de heurter une particule chargée. L'univers était donc opaque. La lumière était partout, mais ne pouvait aller nulle part. Puis, environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers a franchi un seuil critique. La température est tombée en dessous d'environ 3000 Kelvin. À ce point, les électrons ont finalement perdu assez d'énergie pour être capturés par les noyaux atomiques. Les atomes sont devenus neutres, et l'univers est soudainement devenu transparent. Les photons, piégés depuis des centaines de milliers d'années, étaient, pour la première fois,
libres de voyager en ligne droite à travers le cosmos. Ces photons voyagent encore aujourd'hui. Ils remplissent chaque centimètre cube de l'univers observable. C'est le fond diffus cosmologique. Mais ces photons n'arrivent pas sous la même forme qu'ils ont été libérés. Ils étaient alors des photons de lumière visible, brillants en orange-rouge à environ 3000 Kelvin. Depuis ce moment, l'univers s'est dilaté d'environ 1100 fois. L'espace lui-même s'est étiré, et chaque photon qui le traversait s'est étiré avec lui. Cela a augmenté sa longueur d'onde. Des longueurs d'onde plus longues signifient une énergie plus faible. Et une énergie plus faible signifie une température plus basse. Les photons originaux ont été étirés si violemment qu'ils existent maintenant sous forme de micro-ondes. Leur température effective a chuté de 3000 Kelvin à seulement 2,725 Kelvin. Maintenant, rassemblons tous ces concepts. L'espace n'est pas froid comme un congélateur, car il ne contient aucune matière pour conduire la chaleur. Le froid n'est ressenti que par rayonnement, pas par conduction ou convection. La température d'un objet dépend donc de la quantité de rayonnement qu'il absorbe et de la quantité qu'il émet. Et dans la quasi-totalité de l'univers, la seule chose qui détermine cet équilibre est le fond diffus cosmologique. Car ce rayonnement est un écho refroidi du Big Bang. Et il maintient l'ensemble du cosmos à une température de base de 2,7 Kelvin. Mais cette ligne de base ne raconte que la moitié de l'histoire. Elle explique ce qui se passe en l'absence de source d'énergie locale. Elle vous dit la température du vide. Mais l'univers n'est pas complètement vide. Maintenant, nous nous demandons, qu'en est-il de ces objets d'une violence thermique extraordinaire dispersés dans l'obscurité cosmique? Les étoiles brûlant à des millions de degrés, les nébuleuses chauffées par des soleils naissants, les disques d'accrétion atteignant des températures rivalisant avec les premiers instants après le Big Bang. Nous savons maintenant que ces structures créent des environnements thermiques locaux qui s'écartent follement du fond de 2,7 Kelvin. Alors, quelles sont les vraies découvertes? Comment ces exceptions brûlantes se comparent-elles à la règle glaciale? La température ou le froid détermine-t-il le véritable caractère de l'univers? Et la réponse à cette question, lorsque les chiffres sont révélés, est bien plus que ce que la plupart